La communauté a beaucoup de difficultés à s'identifier. En utilisant les mêmes services, on va accepter des agressions et des micro-agressions perpétuelles parce que justement, il n'y a pas d'offre de service pour nous. Donc, on est obligé d'accepter l'inacceptable finalement. Et on voit qu'il y a une surreprésentation des personnes LGBTQ, femmes, en situation de grande précarité, itinérance, donc les femmes qui vivent de la violence aussi. En fait, tous ces groupes-là ont malheureusement plus tendance à vivre de la violence. Puis c'est juste trop compliqué pour les personnes trans de rentrer quelque part. Puis souvent, ils vont les pitcher d'un bord et de l'autre. Il y a d'autres éléments qu'on doit prendre en considération. OK? Le traitement en dépendance, comment qu'on va l'intégrer? Les traitements liés plus à la sexualité, comment qu'on va l'intégrer? Les traitements qui sont peut-être liés un petit peu plus à la santé mentale, comment qu'on va les intégrer? Les jeunes femmes en itinérance, notamment pendant la COVID, ce qu'on a vu, c'est qu'elles sont invisibilisées. On les trouve moins qu'avant dans les ressources d'hébergement, donc c'est assez inquiétant. On sait que les hommes font plus de demandes aussi en général à notre centre. Nous autres, on a une clientèle mixte et on a seulement un étage de femmes pour 3 étages où on accueille des hommes. S'il y a une chaire, en fait, c'est parce qu'il y a tellement de connaissances à développer, à créer. Il y a aussi encore beaucoup d'ignorance de notre part, de la part de toutes les personnes qui mettent en place des services en dépendance. Le genre et la diversité sexuelle, on la voit, mais on ne sait pas trop comment l'adresser. J'ai été à plusieurs centres de thérapie dans ma vie, puis on n'a jamais abordé la sexualité dans aucun des centres de thérapie. Puis s'il aborde la sexualité, c'est comme, OK, mettre un condom pour pas que tu tombes enceinte. Je trouve ça encore pénible, même maintenant, en continuant d'utiliser les services, de me faire demander quel est mon genre à chaque fois ou quelle est si je suis un homme ou une femme. Je trouve que c'est des choses qu'on ne devrait juste pas demander, ou si on le fait, il devrait avoir une bonne marche à suivre. Donc, comment on peut adresser, quand vient-on aussi de procéder à l'évaluation, à l'intervention, comment on peut s'assurer de ne pas faire des micro-agressions sans le vouloir, comment entrer en contact d'une façon respectueuse. C'est un article qui parle de l'inclusion des pairs dans les recherches. Pourquoi c'est important qu'on soit inclus dans les recherches. Quand même, rapidement, il est en mesure de sentir qu'il y avait un souci de partage d'expertise avec des échanges sur des questions. Je crois que ces recherches-là aussi vont vraiment aller vers les personnes pour qu'eux nous disent qu'est-ce qu'il leur faut comme service adapté aussi. À ma connaissance, tous les projets que la chaire mène ont un volet participatif. Puis je trouve ça vraiment cool qu'ils donnent la chance des pairs de faire les entrevues eux-mêmes. Je me suis sentie aussi plus incluse parce que mon pronom est Yel et la recherche m'a aidée à être plus incluse, ma chercheure aussi. Donc, avec Myriam Brouilleux, on avait été ciblé comme un milieu pour recruter des personnes pour répondre à vos questionnaires. Et nous, on avait trouvé ça super intéressant d'avoir été ciblé comme milieu. Je pense que c'est vraiment au cœur aussi des projets de recherche là, de Karine, l'implication et la collaboration d'un groupe qui est consulté et on sent beaucoup d'ouverture de sa part et celle de son équipe aussi à recevoir nos commentaires, notre expertise. Que s'il y a quelqu'un trans qui souhaiterait avoir un refuge pour la nuit, ils ont de la misère, ils ne savent pas où le mettre parce que tout est classé par genre. Identifier les vulnérabilités de ces populations, par exemple, et voir aussi tout l'écosystème qui les entoure. Donc, tout ça, ça a une influence. Et c'est là que je vois vraiment dans les objectifs des recherches
Cette recherche-là aussi met l'importance sur le maillage entre les organismes communautaires et le réseau de la santé. En fait, et ça, c'est une force, c'est une grande force. Et aussi les gens, justement, qui sont concernés. À cause de la stigmatisation, à cause des jugements des humains qui sont derrière les médecins, infirmières et gens qui vont nous soigner, je ne voulais juste pas aller à l'hôpital et j'attendais toujours l'extrême. Moi, je pense qu'au niveau des services, il faut vraiment plus les adapter pour les femmes, les personnes autochtones aussi, les personnes LGBTQ. Un des besoins importants à laquelle la Chaire pourrait répondre, en fait, ce serait principalement de nous outiller dans les meilleures pratiques. Je pense qu'il y a ce sentiment-là qui nous unit, d'humilité, mais aussi de conviction profonde pour une transformation sociale, pour améliorer finalement ces fameux services-là. Je me suis découverte revendicatrice aussi pour le droit à la dignité des gens, l'itinérance, toujours en lien avec la recherche, avec ma chercheure. Donc, la recherche que je fais en lien avec Caroline, moi, je suis co-chercheur. La recherche, c'est sur pourquoi les itinérants de la ville de Montréal, de la grande région du Montréal, n'utilisent pas les services. Je pense que le guide dont je faisais référence, que la Chaire veut développer, va vraiment pouvoir changer des pratiques et des politiques. On est un groupe de chercheurs avec des expertises, des savoirs qui sont extrêmement différents. Et ça prend quand même une façon, un certain leadership. Puis on est bien content que justement cette chaire-là soit mise sur pied parce que, écoutez, on se rend bien compte qu'on a de nombreuses questions. Et ce que j'aime aussi dans la chaire, en fait, c'est que réellement, il y a des outils concrets qui sont développés, des guides de pratique, des lignes directrices pour pouvoir appuyer le milieu de l'intervention, mais aussi pour pouvoir inspirer peut-être le milieu de la recherche. Ça me réconforte de savoir si je vais à ressources, qu'il y a du monde comme moi, en étant quelqu'un dans LGBTQ+, puis non-binaire aussi. Puis, sur un plan macro, la chaire amène à une réflexion où est-ce que, on a différents services. Comment on est capable de combiner ces différentes connaissances-là pour être capable d'avoir un traitement qui est intégré? Donc, ça va être vraiment d'explorer les spécificités par rapport à chacun des sous-groupes de la diversité, puis d'aller pouvoir faire des pistes de recommandations qui sont un peu généralisables tout en gardant en tête le contexte spécifique de chaque sous-groupe. La chaire va pouvoir permettre de mieux comprendre comment le genre et les stades de vie influencent la dépendance, leur dépendance. Donc ça pousse plus loin que ce qui existe actuellement en termes de pratique.